Amis des LED, bonjour! Il y a quelque temps, sur le groupe Facebook Sirob, un internaute parlait de mettre une LED comme ça, il voulait monter ça à la place, je veux dire, d'une ampoule, mais alimentée en 24 volts alternatifs. Et il posait différentes questions sur ce problème, et je me suis dit que ça ferait un bon sujet de vidéo, de savoir en effet dans quelle mesure et quelles étaient les précautions à prendre on pouvait brancher des LED sur des tensions alternatives, a priori sinusoïdales. Alors, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Bien, comme d'habitude, on va prendre ma petite ardoise magique ici. Et quel est le problème je rappelle que généralement, quand on branche une LED sur une tension continue, on prend une LED, voilà, comme ça. On met généralement, j'en ai souvent parlé ici, une résistance de façon à limiter le courant dans la LED, sachant que la LED ici, pour fonctionner normalement, a une tension qu'on appelle généralement VF, pour Forward Voltage, qui est la tension qu'il doit y avoir aux bornes pour qu'elle fonctionne normalement. Donc ça dépend bien sûr des modèles LED, mais par exemple pour une LED rouge comme ça, généralement c'est entre 1,8 et mettons 2 volts. Et qu'il faut bien sûr y faire circuler un courant qui, pareil, pour les LED modernes, relativement avec de bons rendements, c'est entre, voilà, entre 20 et 10 mA. Bon, allez, on va partir ici sur 10 mA. Et donc, je vous avais expliqué qu'on doit donc calculer ici cette résistance pour la faire fonctionner. Donc, par exemple, pour du 24 volts continu, je rappelle que l'idée, c'est de faire chuter dans la résistance la tension. Donc, 24 volts moins 2 volts, je veux avoir en gros 22 volts ici aux bornes de ma résistance. Et avec la loi d'Ohm, il est très facile de calculer que 22 volts divisé par 10 mA, ça nous fait une résistance de 2,2 K. Voilà, là on continue, c'est comme ça que ça marche. Et je rappelle que la puissance dans la résistance, il y a plusieurs façons de la calculer, mais enfin 22 fois 0,10, et elle nous dissipera cette résistance 0,22 watts. Donc voilà comment on va faire en continu. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant si je l'alimente en 24 volts alternatif? En alternatif, je peux toujours mettre ici ma résistance, ma LED, mais ici je vais avoir une tension alternative comme ça qui va varier dans le temps. Donc par rapport, par exemple, à ce point-là, si on admet que c'est le 0, la tension à ce point-là va varier périodiquement, donc de 0 à une tension qui est crête. Alors je rappelle que la tension crête, quand on parle de 24 volts, c'est une tension efficace. La tension crête, ça calcule ici en étant égal à la tension efficace multipliée par racine de 2. Ce qui nous fait, par exemple, pour du 24 volts, ici 33 volts 5. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on a la tension efficace de 24 volts à peu près ici. Donc voilà comment ça va fonctionner. En même temps, la diode ne fonctionne que dans un sens. Ne fonctionne que quand la tension ici est positive sur l'anode par rapport à la cathode. Ça veut dire qu'elle ne fonctionnera pas ici sur les alternances négatives. Alors, comment on calcule dans ce cas-là déjà la résistance? À cause de cette dissymétrie, ça revient à alimenter la LED avec un rapport cyclique quasiment de 50%. Rappelez-vous ce que j'avais fait sur le PWM, parce que là on voit bien ici que la LED n'est alimentée que la moitié du temps. Alors, si on fait le parallèle avec ici un rapport cyclique de 50%, on peut compter à peu près que l'alternance ici, dans la mesure où elle fait 24 volts efficace, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on va avoir en courant continu. Donc, si vous vous rappelez aussi ce que je vous avais dit dans le multiplexage, ça veut dire que pour avoir la même intensité lumineuse dans la LED, il faut que je lui fasse passer un courant 2 fois plus important, dans la mesure où elle ne sera vraiment utile qu'une fois sur 2. Ça veut dire que si j'avais prévu ici un courant de 10 mA en continu, avec un rapport cyclique de 50%, il faut que je le double, soit 20 mA. Voilà. Et sinon, le calcul, on va dire, va être à peu près pareil. Alors, on a bien ici un rapport cyclique de 50%. En fait, il est un tout petit peu inférieur dans la mesure où, ici, voilà, on voit qu'il y a le seuil de la diode de 2 volts pendant lequel ça ne va pas conduire. Donc le rapport, il est un tout petit peu, mais sur 24 volts, on va dire, c'est un petit peu négligeable. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant comme calcul? On a exactement ici le même calcul que tout à l'heure,
mais comme on l'a vu, avec 20 000 ampères. Donc je ne vous refais pas la démonstration, mais ça veut dire qu'en gros la résistance elle est diminuée de moitié, et ici il faut une résistance de 1,1 K, et elle va dissiper aussi une puissance moyenne. Ici, bah, pareil, ça ne va pas changer la puissance moyenne. Pourquoi? Parce que la résistance, c'est vrai qu'elle est diminuée de moitié, mais d'un autre côté, elle est sollicitée, on va dire, qu'une alternance sur deux. Donc voilà, pendant l'autre moitié, bah, c'est comme du PWM, elle a aussi le temps de refroidir. Donc voilà ici comment on peut faire le montage. Un mot aussi sur cette notion de rapport cyclique. Il faut faire attention parce que quand les tensions vont être très basses par rapport à la LED. Imaginons maintenant que je l'alimente toujours en alternatif comme ça, mais avec une tension ici de 5 volts. 5 volts, les 2 volts ici de seuil de la diode vont quand même être assez importants. Alors là je dessine pas très bien, mais si on dessine vraiment l'alternance comme ça, on voit que 2 volts, ça peut déjà être par exemple ici. Donc éventuellement, ça peut quand même réduire un petit peu le rapport cyclique, même si la tension était même encore plus basse. Mais enfin bon, généralement quand même vu la forme d'une sinusoïde, on peut toujours partir sur un duty cycle de 50%. Aussi, donc hop, je remets ici ma LED comme ça, je mets ma résistance de 1,1 K comme ça, et je branche ça sur mon 24 volts, et bah, y a des grandes chances que ma LED crame. Alors pourquoi est-ce que ma LED va cramer? Elle va cramer parce que je rappelle que si on regarde la courbe tension courant d'une diode, quelle qu'elle soit, et en particulier d'une LED, on a quelque chose qui ressemble à ça. Ici, on a le fameux seuil direct d'environ 2 volts. Hein, ici, on a la tension aux bornes, et ici, on a le courant. Mais ça, c'est la tension inverse maximum. C'est un petit peu comme une zénère, si on veut. C'est-à-dire que passer une certaine tension inverse, la diode ici, elle va rentrer ce qu'on appelle dans un régime d'avalanche, et le courant va augmenter très rapidement, et ça peut très facilement la détruire. Alors, il faut bien connaître quelle est la tension inverse d'une diode. Alors, on peut la mesurer. On peut voir que la mesure, là, me donne 46 volts. Ce qui, ma foi, est relativement assez élevé. Mais ça dépend des LED. Ça, parce que c'est une LED relativement moderne. Sur les LED plus anciennes, par exemple, comme celle-ci, on peut voir ici que la tension, là, elle est de 14 volts 63, ce qui est beaucoup plus bas. Il faut donc bien sûr empêcher qu'en cas au moment de l'inversion de polarité, cette tension dépasse ce seuil et fasse passer ce courant très fort qui peut la supprimer. Donc si on revient ici sur notre montage, on voit que y a plusieurs façons. La façon la plus simple qu'on peut avoir ici d'empêcher ça, bah, c'est tout simplement de mettre ici une diode en série. Voilà, une diode qui, elle, tient la tension inverse maximum. Et on voit bien que bah, quand c'est ici positif, le courant passera là. Et dans l'autre sens, eh ben, il sera bloqué. Et voilà, le tour est joué en faisant ça. C'est vrai qu'on va perdre ici la tension de seuil dans la diode, mais sur 24 volts, par exemple, c'est pas les 0,6 volts qu'on va perdre ici qui sont importants. Alors, on voit des fois une variante, et cette variante est la suivante. C'est-à-dire ici, on a toujours la LED. Voilà, et on met ici une diode en tête bêche, hein, comme on dit, en opposition. Alors là, ce qui se passe, c'est que, bah, en effet, quand la tension est positive, cette diode-là ne conduit pas et ça passe bien dans la LED, et quand c'est négatif, voilà, la LED ici, la diode ici court-circuite, on va dire, la LED, ce qui fait qu'il n'y a plus que 0,6 volts d'inverse à ces bornes. Alors ça, c'est pas une très bonne solution, dans la mesure où déjà, la tension là, elle est quand même beaucoup plus basse que celle de la LED, vu qu'elle est de 0,6 volts, et c'est plutôt bas, donc on va faire passer un courant qui est déjà un peu plus fort, puis en même temps, voilà, on prend du courant pour rien. En fait, de faire ça, ça fait de la consommation en plus. Donc cette solution-là n'a de sens que si on a des tensions très basses. C'est-à-dire que le fait de rajouter ici cette diode-là, bah, rajoute en effet du seuil. Mais je veux dire, voilà, en règle générale, dans ce genre de configuration, faut mieux mettre la diode en série. Avec ça, on pourrait se dire, est-ce qu'on peut brancher une LED directement sur le secteur? Bah, même calcul, même système. Donc je fais ici mon montage, je mets ici ma diode en série. Là, toujours ici ma LED. Bah, si je fais exactement le même calcul, en prenant une tension secteur de 240 volts, par exemple, normalement c'est, enfin pas chez moi, par exemple c'est 240 volts.
normalement, je crois que c'est 230 volts. Enfin, même si on compte large, 240 volts, ça nous fait quand même une tension crête de 340. Mais on peut appliquer exactement la même formule. Sachant que là, les 2 volts aux bornes de la diode, on peut quasiment les ignorer par rapport à la tension globale. Ce qui fait que si on compte toujours 20 milliampères crête, c'est-à-dire en fait 10 milliampères, mais je veux dire, voilà, toujours avec le duty cycle de 50%, ça nous fait ici une résistance de 12K. Hein, je ne refais pas la démonstration du calcul, mais qui va dissiper une puissance assez importante de 2,4 watts. Ah oui, c'est normal, dans la mesure où il y a beaucoup plus de pertes ici dans la résistance. Là, si je mets une diode qui tient la tension, bon, à la limite, une AN4007 irait très bien dans la mesure où elle est donnée pour 1000 volts. Et voilà, en faisant ça, il n'y a aucun problème. On peut tout à fait brancher une LED sur le secteur. D'ailleurs, on va le faire et on va regarder ce qui se passe. Bien, alors, passons de la théorie à la pratique. Donc, j'ai fait le montage pour une LED 220 volts. Donc, ma résistance ici de 12K, hein, une résistance de puissance suffisante. Ici, on peut voir la LED et ma diode 1N4007, hein, donc elle tient à 1000 volts. Alors, attention, j'attire votre attention, c'est pas, enfin, faire du montage sur des tensions aussi élevées sur les breadboards, il faut faire bien attention à respecter certains écartements. Il faut éviter de mettre directement la tension secteur entre deux plots ici contigus. Parce que voilà, c'est pas, enfin, au niveau isolation, c'est pas forcément ce qu'on fait mieux. Alors, attention, on met en haute, et voilà. On peut voir que la LED, là, bah voilà, brille tout à fait normalement et de façon conforme au calcul. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Alors bien sûr, la résistance, là, elle chauffe, mais elle chauffe, je veux dire, enfin voilà, conformément au calcul. Alors, c'est pas très malin, quand même, pour le secteur de faire ce montage, dans la mesure où on voit qu'il faut une résistance de puissance qui va dissiper beaucoup veut dire en chaleur pour rien. Alors, quelque chose qu'on fait très souvent ici, bah, au lieu de mettre une résistance, on va mettre un condensateur, on va mettre ici notre LED, voilà, toujours comme ça. Et alors là, on ne peut pas mettre une diode en série parce que ça va perturber le circuit pour le condensateur, donc là, on est obligé de prendre la solution ici de la diode, on va dire tête bêche. Et généralement, on met quand même ici une résistance qui permet, on va dire, un petit peu de lisser par rapport à l'incertitude un peu du condensateur. Alors si par exemple ici, souvent c'est une valeur qu'on voit souvent, on met un condensateur de 0,22 microfarad, on voit que c'est un condensateur qui va présenter une impédance de 14 kilo à peu près, hein, à peu de choses près, à la fréquence du secteur de 50 Hz. Donc généralement, là, ça fait un peu plus, mais ici, on peut mettre en résistance entre 500 et 1 kilo par exemple. Si on fait quelque chose comme ça va très bien le faire, sachant que faut pas oublier qu'il est conseillé aussi, ici j'en ai déjà parlé, de mettre là des résistances de forte valeur pour décharger le condensateur, parce que sinon, bah, au moment où on le débranche, si le condensateur était chargé, bah, on peut éventuellement se prendre un coup de bourre. Et alors là, bah, il suffit de mettre des résistances genre 220K par exemple. Alors pourquoi ici j'en mets deux? Je rappelle que les résistances classiques souvent ne tiennent pas la tension secteur aux bornes et bah, on en met deux en série de façon à ce que ça tienne mieux la tension. Sachant qu'ici, bien sûr, il faut un condensateur qui tienne au moins 400 volts. C'est un montage qu'on va trouver énormément. Alors qu'il y a quand même un inconvénient quelque part, qui est d'avoir une dispersion assez grande. Je veux dire, déjà, il y a de la tolérance sur le condensateur, puis la tension secteur, elle peut éventuellement varier. Donc, très souvent, on va plutôt partir derrière avec un système, hein, je vais déjà montrer ça sur les ampoules LED, par exemple, avec plutôt une régulation par Zener, par exemple, qui permettra d'avoir une tension aux bornes de la LED plus fiable. Bon, enfin voilà, ça c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé, qui fonctionne aussi très bien. Alors comme la puissance ici est réactive hein, dans le condensateur, bah voilà, il lui chauffe pas. Et en faisant ça, on a quand même un meilleur rendement, sachant que c'est vrai que sur le secteur, on n'aime pas tellement avoir des trucs réactifs, mais enfin bon, pour 10 000 ampères, je pense pas que ça fera beaucoup de mal à EDF. Voilà pour cette petite vidéo sur les LED en alternatif, j'espère que ça vous aura intéressé. D'ailleurs, en parlant de cette tension maximum inverse, qu'on peut en effet avoir dans les datasheets des LED ou en la mesurant, c'est facile de la mesurer, ça se mesure un peu comme une tension Zener, mais voilà, faut limiter le courant, je veux dire, au maximum. Je me rappelle quand j'ai fait mon stage chez General Instruments, il y a ça des années, hein, ça va bientôt faire 40 ans,
j'avais discuté avec un ingénieur de chez eux, hein, qui est de la division optoélectronique, et à l'époque, il me disait que de toute façon, l'idée c'était que les LED, fallait jamais leur appliquer de tension inverse. Que, je veux dire, même si on était au-delà du seuil, c'était plutôt déconseillé. Alors, est-ce que ce conseil est encore vrai avec les nouvelles LED? Je sais pas trop. Mais moi, j'ai toujours pris en effet comme principe de design de jamais appliquer une tension inverse, enfin, au moins de plus de 1 volt, on va dire, sur tout ce qui est LED et optoélectronique. Et je pense que c'est plutôt un conseil judicieux. Tiens, Maurice, ça va? Bah, t'es content, c'est le printemps, non? T'en as marre? Tu penses qu'on est bloqué à la lettre P? On a eu pandémie, maintenant on a Poutine. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait tout passer au cul. Allez, là-dessus, que le grand sinus vous fasse de belles tensions. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.